Dans l'univers Fallout, les abris antinucléaires forment un élément essentiel de sa mythologie que nous ne nous lassons pas de découvrir. Développés par la société Vault-Tec avant la Grande Guerre, ils étaient censés protéger la population, mais finalement, seuls les citoyens les plus riches purent y accéder. Pire encore, chaque abri était en réalité conçu comme un terrain de jeu scientifique pour mener à bien les expériences les plus sombres et les plus cruelles sur leurs résidents. Dans cette vidéo, je vous propose de revenir sur l'histoire d'un abri tout particulièrement, un abri que l'on trouve dans New Vegas, à savoir l'abri 11. Alors sans plus attendre, plongeons ensemble dans les tréfonds de la noirceur de l'humanité. Peut-être avez-vous trouvé l'abri 11 par hasard, comme ce fut mon cas. Peut-être y êtes-vous allé grâce à une quête de la confrérie de l'acier. Dans tous les cas, les mystères de ce lieu cachent sans doute les conséquences de la plus sombre expérience sociale que Vault-Tec n'ait jamais mise au point. Il ne nous reste plus qu'à les découvrir. Un lac asséché, une colline rocailleuse. Finalement, une porte en bois mystérieuse qui nous attire dès qu'on la remarque et de laquelle il nous est dorénavant impossible de détourner les yeux. À l'autre bout d'une courte caverne, nous découvrons l'entrée d'un abri, l'abri 11, dont la porte massive est déjà grande ouverte. Dès nos premiers pas à l'intérieur, nous remarquons sur le sol un cadavre, puis un deuxième. Pour un total de 4. Un pistolet se trouve à côté de l'un d'entre eux, puis un terminal de sécurité qui recèle un message pour le moins inquiétant. On doit vraiment faire ça? C'est ouvert, il suffit de partir. Impossible, pas après ça. On ne mérite pas de partir. Un comportement exemplaire. Voilà ce qu'ils ont dit de nous. Mais il était vraiment exemplaire, notre comportement. On a fait ce qu'on était censé faire. Pas vraiment. N'importe qui aurait fait comme nous. Si vous voulez mon avis, c'est exactement le problème. Allez, passons aux choses sérieuses. Je vais commencer. Attendez. Il faut que les gens sachent ce qui s'est passé. Ils peuvent apprendre de nos erreurs. S'il y a vraiment quelqu'un dehors, j'aime autant qu'il ne sache jamais ce qui s'est passé. Bon, Harry, tu es prêt? Oui. Non, attendez. Ils se sont donc donné la mort après avoir ouvert l'abri. Mais pourquoi? Qu'entend-il par « nous avons fait ce qu'il fallait » et « les gens doivent savoir ». Arborant les murs, des affiches de campagne électorale attirent notre regard. Mais très vite, à leur lecture, nous remarquons que quelque chose cloche. Car même si elles en ont la forme, leur contenu est étonnant. Glover n'a rien fait de mal. Votez pour Stone. Ne votez pas Glover, sa famille a besoin de lui. Je déteste Nate. Je déteste Kate. Hayley est une femme adultère notoire et une sympathisante communiste. Élisez Hayley. Les rumeurs au sujet de Hayley sont infondées. Votez Stone pour le poste de superviseur. Partout ces affiches jonchent les murs de l'abri 11. Ils étaient donc en train d'élire un nouveau superviseur lorsque c'est arrivé. En poursuivant notre exploration, nous nous retrouvons dans une salle de classe où un nouveau terminal nous en révèle davantage sur cette étrange élection. Déjà, les habitants de l'abri 11 semblaient être divisés en plusieurs blocs. Le bloc justice, le bloc utilitarisme, le bloc volonté. Des survivants séparés donc qui devaient se mettre d'accord de façon démocratique afin d'élire leur nouveau superviseur. Félicitations! Votre dévouement au processus démocratique est le terreau dans lequel pousse la stabilité maintenue de l'abri 11. Aujourd'hui, pour vous aider à prendre votre décision lors de l'élection de cette année, la coalition des blocs d'électeurs de l'abri 11 a édité le bulletin officiel de nomination du chanceux habitant qui officiera comme l'inestimable superviseur, également appelé le BON CHOIS choix, un guide qui vous permettra de découvrir les candidats en lice pour le poste de superviseur. Mais le ton beaucoup trop enthousiaste de ce message nous laisse perplexes, tout comme la déclaration de chaque candidat. Henry Glover met en avant sa famille nombreuse et son rôle primordial de père aimant. Il termine par ces mots « Je veux que vous pensiez à vos propres enfants. Imaginez leur visage triste. Nate Stone devrait être superviseur, pas moi. » Donna Hayley pointe du doigt son incompétence, sa sous-qualification pour le poste. Nathan Stone se plaint d'avoir été choisi candidat. Vous devriez tous avoir honte de vous. À quoi riment des élections dont les candidats ne veulent visiblement pas être élus?
La deuxième entrée du terminal de la salle de classe est à glacer le sang. Elle nous apprend que des meurtres ont été commis au sein de l'abri, ajournant par conséquent les élections le temps de mener l'enquête. Si Dieu le veut, et que le tueur est appréhendé rapidement, nous aurons peut-être un nouveau candidat prometteur pour le poste de superviseur. La dernière entrée nous apprend que Catherine Stone, la femme de Nathan Stone, qui se plaignait d'avoir été choisie candidat, a été élue superviseur et que son premier acte en tant que tel fut de supprimer la sélection traditionnelle par vote pour les futurs superviseurs. Désormais, il serait choisi aléatoirement par un ordinateur, assurant ainsi l'impartialité et l'équité la plus totale. Un abri divisé, des meurtriers élus gouverneurs, des élections vraisemblablement corrompues. L'expérience sociale menée dans cet abri semble avoir tourné au cauchemar. Plus nous nous enfonçons dans les profondeurs de l'abri 11, plus nous sombrons dans les ténèbres de l'humanité. Au niveau inférieur, dans le quartier des hommes, un enregistrement de Roy Gottlieb, le président du bloc justice, bloc ayant la majorité, apporte à nos oreilles indiscrètes une conversation entre lui et un de ses pairs. Elle ne peut pas faire ça, c'est fait, on est fini. Rien n'est fini. Elle a l'autorité. La seule chose qu'elle ne puisse pas changer, c'est sa destinée. Rien ne dit qu'elle ne puisse pas changer la procédure de sélection des futurs superviseurs. Moi, je dis que non. Il n'aurait pas fallu jouer avec elle comme ça à Roy. On a toujours la majorité. Mais on ne vote plus pour quoi que ce soit. Je ne parle pas de voter. Quoi alors? Une occupation des locaux? Une grève de la faim? Pas exactement. Assiéger son bureau avec des torches et des fourches alors? Oui. Oh, allez. Je ne plaisante pas. Quoi? Déclencher une révolution? Les lois ne survivent pas aux gouvernements qui les ont édictées. Roy, il suffit d'attendre que quelqu'un du bloc justice soit choisi comme superviseur. Ensuite, on lui fera changer la loi. Il n'y aura plus de bloc après le choix de demain. Tout le monde retournera à ses affaires. Au prochain regroupement, qui sait si nous ferons toujours partie de la majorité? On peut maintenir le bloc. On ne peut pas en être sûr. Et si l'un de nous deux est choisi par l'ordinateur? Donc, la solution, ce serait de tirer. Seulement si on ne peut pas l'éviter. On s'arme, on descend aux niveaux inférieurs, on choisit des cibles majeures. Énergie, vivre, eau. Jusqu'à ce qu'elles nous remettent l'autorité. Les autres blocs ne nous soutiendront pas, ils en ont marre qu'on ait le pouvoir. On a la majorité, on n'a pas besoin d'eux. Ce n'est pas une élection, Roy, ils se battront. Ils ne sont pas assez courageux pour ça. C'est une drôle de manière de le vérifier. Ils évoquent la décision de modifier les élections prises par Catherine Stone et se demandent comment ils pourraient la contrer. Prendre les armes, la tuer ou attendre que son destin inéluctable se produise. Dans tous les cas, nous comprenons qu'ils semblent payer le fruit de leurs actions. Car comme son interlocuteur le lui reproche, il n'aurait pas fallu jouer avec elle comme ça, Roy. Catherine Stone, élue superviseur, possède l'autorité et l'utilise dans une vindicte personnelle. Mais que lui ont-ils fait ? Au détour d'un couloir, nous tombons sur une armurerie lourdement équipée. Enfin, qui semblait lourdement équipée. Les étagères chues, jonchant le sol, ainsi que les innombrables caisses vides, nous laissent supposer que la révolution dont il parlait a probablement eu lieu. Les habitants de l'abri se sont-ils vraiment entretués pour le simple motif d'une nouvelle loi ? Dans cette même pièce, l'entrée déposition du terminal attire notre curiosité. Extrait de la déposition de l'accusée Catherine Stone par le procureur de l'abri Gérard Miles. Vous me parliez d'une discussion que vous avez soi-disant eue avec Roy Gottlieb du bloc justice. Pas soi-disant, elle a vraiment eu lieu. On a déjà éclairci ce point. C'est encore votre parole contre la sienne, Madame Stone. Mais je vous en prie, cette discussion. Il a dit que le nom de mon mari a été cité pendant leur réunion. Les réunions de soutien à la candidature? Oui, ils allaient le soutenir, lui. Il n'a pas voulu me dire pourquoi, mais je sais. Mon mari jouait régulièrement au poker avec certains d'entre eux et qu'il était dans une bonne passe dernièrement. Et d'après vous, que proposait Monsieur Gottlieb? Il disait pouvoir influencer son bloc d'électeurs. Il disait pouvoir empêcher le soutien, mais seulement si... Seulement si quoi, Catherine? Seulement si vous acceptiez de lui accorder des faveurs sexuelles. Oui. Uniquement avec Monsieur Gottlieb? Non. Avec tout le bureau directeur du bloc. Et leurs amis. Et vous avez accepté. Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Ils avaient la majorité. Ça a continué combien de temps jusqu'à la déclaration du soutien? Je ne sais pas. 1 mois peut-être. Et c'est quand ils ont annoncé le soutien, quand ils ont annoncé que votre mari avait été choisi malgré votre prétendu arrangement, que vous avez décidé de tuer les membres du bloc d'électeurs? Oui, je me suis dit,
ils n'ont pas une majorité si écrasante. Si je réduis un peu l'écart, particulièrement dans les rangs de la direction, quelqu'un d'autre sera peut-être élu, à condition de ne pas vous faire attraper. Non, monsieur Miles, je me doutais que j'allais être attrapé. C'était ma meilleure chance. Maintenant, ils vont voter pour moi. Pour une meurtrière déclarée? Vous pensez que les votants vont prendre le risque de vous mettre au pouvoir? Il faut bien qu'ils choisissent quelqu'un, et ils vivent avec leur conscience. Oui, mais on verra bien. Catherine a tout fait pour sauver son mari, y compris vendre son corps au diable. Et malgré cela, malgré ces 30 jours d'abus, ils ont choisi Nathan comme candidat. Son crime? Être trop bon au poker. Mais ce que n'avaient pas anticipé les dirigeants du bloc justice est la détermination de la jeune femme. Elle assassina froidement 4 membres éminents de leur section, annulant leur majorité, puis en revendiquant les meurtres, se fit élire superviseur et changea les règles du jeu. Elle était probablement condamnée, mais elle avait dorénavant le pouvoir de mettre fin à cet incessant manège macabre. C'est en pénétrant dans ce qui semblait être une salle de conférence, dans l'atrium, qu'un message nous révèle finalement les atrocités qui prirent lieu dans cet abri 11. Son auteur, un médiateur du nom de Gus Olson, avait pris soin de co-signer chaque élection pour trouver un sens à tout cela. Il y déclare: Bonjour. Chaque année, il en va de la tâche du médiateur de chroniquer l'élection afin de s'assurer qu'après la fin du mandat du précédent superviseur, après la marche qui le mène à sa mort dans la pièce sous son bureau, et après le retour au calme dans l'abri, les futurs excavateurs de l'humanité ou d'une race de créatures supérieures encore inconnues pourront trouver nos archives et les ajouter à leur valeur historique. Mais ces derniers temps, j'ai remarqué que ce n'est pas vraiment la seule raison. Je crois que la vraie raison derrière cette volonté de suivre cette tradition, c'est notre volonté de croire qu'il existe, quelque part dans ces archives, une explication à tout ceci. Ou en tout cas, qu'il y en aura une lorsque l'archivage sera terminé et que l'histoire sera complète. Nous voulons comprendre. Comprendre pourquoi l'ordinateur central nous tuera si nous ne sacrifions pas l'un d'entre nous chaque année. Nous voulons savoir pourquoi nous continuons à tenir ces élections malgré la corruption débridée qui les gangrène depuis maintenant plusieurs décennies. Il fut un temps plus simple où les élections impliquaient des poignées de main et des compliments sur les bébés des électeurs. Mais maintenant, depuis la montée des blocs d'élection et les dégâts de la corruption, du trafic de drogue, de la contrebande et de Dieu sait quoi d'autre encore, nous voulons comprendre pourquoi. Eh bien, j'ai consulté les archives et je vous assure que vous n'y trouverez aucune réponse. Vous y trouverez le récit du premier superviseur qui entra dans l'abri et qui était alors le seul citoyen au courant des sacrifices qui allaient devoir s'y dérouler. Mais lui non plus n'avait pas les réponses. S'il les avait eues, il aurait pu anticiper la colère des citoyens quand il annonça la nouvelle. Il aurait sans doute deviné que les citoyens choisiraient le sacrifice démocratique, car nous autres citoyens sommes habitués à nous laver les mains des décisions dramatiques. Il aurait compris que son nom serait tout en haut de la liste, et que les postes de superviseur et de martyr fusionneraient, ici, à l'abri 11. Mais il ne vit rien venir. Il n'avait pas plus de réponse que nous, et les archives stipulent que lorsque les citoyens découvrirent que le mot de passe de la chambre sacrificielle était Betty, le prénom de sa femme, ils ouvrirent la porte pour l'offrir comme premier sacrifice, le laissant entrer lui-même, pleurant comme un enfant. Je ne peux que me demander s'il est possible de trouver des réponses. Si nous continuons à faire tout ça, c'est évidemment parce que nous n'avons pas le choix. Néanmoins, j'ai toujours l'espoir de trouver cette réponse. Je vous recommande à vous aussi d'entreprendre cette voie. N'oubliez pas qu'il n'y a pas si longtemps, nous étions encore gouvernés par notre civilité et notre dignité. N'oubliez pas qu'il n'y a pas si longtemps, nous n'avions pas honte. Merci. Les élections de l'abri 11 ne sont qu'une mascarade. Ce n'est pas vraiment un superviseur qui est élu, mais un sacrifice. Et tout le monde est au courant, tout le monde agit sciemment. Ils sont persuadés que s'ils ne font rien, tous périront. Voilà donc le synopsis de cette expérience humaine. Néanmoins, un mystère demeure, un mystère que nous pouvons désormais percer grâce au prénom de la femme du tout premier superviseur de l'abri 11, Betty. 5 lettres qui nous permettraient d'accéder à la chambre de la mort, la chambre sacrificielle où vont tous les élus à la fin de leur mandat, sans jamais en revenir. Malgré le danger, notre curiosité l'emporte. Nous nous dirigeons vers le bureau du superviseur à travers les salles submergées de l'abri 11. Sur notre passage, nous remarquons les restes de ce qui semble être un champ de bataille. Sacs de sable, boîtes de munitions et surtout des corps. Beaucoup de corps. Peut-être que le bloc justice a mené sa rébellion après tout. Dans la salle du réacteur, en prenant l'énergie en otage. Quoi qu'il en soit, seule la mort reste maîtresse de ces lieux.
Dans le bureau du superviseur, le prénom d'un amour perdu nous ouvre les portes de l'inconnu. Quelques marches, une traînée de sang et une tasse. Dernier présage associant symboliquement le poste de superviseur et la mort. Une porte blindée, puis un couloir et une voix. Félicitations, martyr. Votre voyage fantastique va débuter. Avancez vers la lumière. La lumière est douce. Elle vous apaise l'esprit. Allez vers la lumière. Bienvenue. Asseyez-vous, je vous prie. Le spectacle est sur le point de commencer. Salut, martyr, et bienvenue. Si vous êtes ici, cela signifie que vous avez été choisi pour le sacrifice, afin d'assurer la survie de l'abri. En cet instant, vous ressentez peut-être la tristesse ou la colère. Peut-être n'avez-vous pas connu vos petits-enfants, ou jamais fumé de cigares. Mais marchez la tête haute, soldats. Et rappelez-vous que chacun d'entre nous a un rôle important à jouer. Pour certains, il s'agit de soigner les malades. Pour d'autres, piloter une voiture de course, ou même un vaisseau spatial. Et pour d'autres encore, ce rôle est de donner sa vie pour l'intérêt général. Certes, c'est moins amusant que piloter une voiture de course, mais c'est tout aussi important. Prenez un instant pour repenser aux moments les plus importants et les plus heureux de votre vie. Pensez à votre premier baiser sous les gradins, lors d'un grand match, ou à la fois où vous avez fait le mur pour aller voir le film d'horreur que vos parents vous interdisaient. Ouh, il faisait vraiment peur. Et qui peut oublier l'instant de la rencontre avec l'amour de sa vie? Quelle beauté! Nous ne présentons ici que des exemples. Vous ressentez cette sensation dans votre poitrine en pensant à ces choses? Bien. Ce que vous ressentez, c'est la paix. Vous avez mené une vie merveilleuse. Avoir eu l'occasion de la vivre a été un bonheur. Mais ce n'est que le début. Fermez les yeux et imaginez ce qui vous attend dans votre prochaine vie. L'au-delà. Vous voyez? Bien. Par chance, nous survivons à l'assaut de machines navides de sang. Parmi les décombres, nous remarquons une multitude de corps de chaque côté de la salle de projection. Il s'agit des restes de tous les superviseurs sacrifiés, une quinzaine. Voilà combien de temps a duré ce manège. Une quinzaine d'années avant que tous ne finissent par s'entretuer. Une dernière porte nous ouvre l'accès à l'ordinateur central de l'abri 11. Nous y trouvons 2 messages. Le premier nous apprend que 5 habitants de l'abri avaient survécu à toute cette folie. Ils avaient choisi de ne plus élire de superviseur. Très bien. Je sais que tu peux m'entendre. Alors écoute bien. Nous ne sommes plus que 5. 5 sur... je ne sais pas sur combien. Donc c'est terminé. On en a parlé entre nous et c'est fini. Nous n'enverrons plus personne à la mort. Alors ferme notre accès à l'eau, ou à l'air, ou gaze-nous, ou fais ce pourquoi on t'a programmé. Mais en tout cas, nous ne t'obéirons plus. Le second est un message automatisé de Voltec. Félicitations, résidents de l'abri 11. Vous avez décidé de ne pas sacrifier l'un des vôtres. Vous pouvez marcher la tête haute, car votre respect de la vie humaine est un exemple pour nous tous. Et pour accroître encore votre fierté, j'ai des nouvelles passionnantes. Malgré ce qu'on vous a fait croire, la population de l'abri 11 ne sera pas exterminée pour désobéissance. À la place, le mécanisme de la porte de l'abri a été activé, et vous pouvez aller et venir comme bon vous semble. Mais pas si vite. Vérifiez auprès de votre superviseur s'il est possible de sortir sans risque. Votre sécurité est la priorité de Voltec. Quelle expérience diabolique! Quel message cynique! Tout n'était que mensonge. Ils ne risquaient rien, mais pour leur propre survie, ils ont choisi démocratiquement de sacrifier l'un des leurs. Tout cela parce qu'une entité d'autorité leur disait de le faire finalement. Voilà ce que révèle cette expérience humaine. Imaginez ce qu'ont dû ressentir les 5 survivants en découvrant ce message. La culpabilité extrême,
la honte. Malgré l'ouverture de la porte, devant la monstruosité à laquelle ils avaient participé, ils ont préféré mettre fin à leur vie plutôt qu'affronter le monde extérieur. Mais l'un d'entre eux, le 5e survivant, n'était pas de cet avis. Il souhaitait exposer à l'humanité, peut-être encore en vie là, dehors, ce qui s'était passé dans cet abri, afin de ne pas reproduire cette erreur et aller de l'avant. Le ton monta, les autres avaient trop honte, ils l'empêchèrent de s'enfuir alors, armé d'un pistolet, il riposta. Voilà la fin de l'histoire que nous comprenons désormais pour ces 4 corps à l'entrée du terrible abri 11. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je trouve le lore des abris absolument passionnant. Les jeux Fallout nous régalent à ce niveau-là, tant leur écriture est excellente. Dites-moi si ça vous a plu et si vous souhaiteriez que je vous conte une autre de leur histoire. C'était Erici et je vous dis à très bientôt pour parler jeux vidéo. See ya!